Donc, sur la question de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, alors comme son nom l'indique, intelligence artificielle, intelligence, quand on en parle, on pense à naturellement l'intelligence naturelle, celle que nous avons nous, êtres humains, et artificielle. Et on peut en donner plein d'exemples. Tout à l'heure, peut-être certains d'entre nous, lorsqu'ils arrivaient, c'est pas pour faire de la publicité, mais peut-être vont utiliser Google Maps. Donc, typiquement, Google Maps, c'est de l'intelligence artificielle qui prend en entrée notre position actuelle et notre destination. Et sur cette base, elle nous propose, l'intelligence artificielle qui est derrière nous propose la trajectoire la plus optimale. Et ici, quand on parle d'optimalité, c'est toujours quelque chose qu'on utilise lorsqu'on fait ou on développe l'intelligence artificielle. C'est la trajectoire dans laquelle il y a moins d'embouteillage, mais également peut-être même les routes sont en bon état et plein d'autres critères qui sont considérés. Maintenant, pour venir sur la deuxième question, quel IA pour les élèves, quel IA pour l'enseignement, pour l'éducation. Donc, pour aborder cette question, je vais partir sur la base même, le fondement de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, le fondement, c'est de la donnée, parce que l'algorithme, il est déjà là. C'est nous, êtres humains, en fait, qui imaginons l'algorithme, parce que ce n'est rien d'autre qu'une suite d'étapes. Si je veux, par exemple, quitter cette salle-là et aller dans une autre salle, je peux dire que je vais d'abord poser mon premier pied ici, poser mon pied droit là-bas, mon pied gauche là-bas. Je suis en train d'algorithmiser, si je peux utiliser ce mot-là. Après, maintenant, il faut de la donnée. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à la question qu'il y a pour l'éducation, il faudrait vraiment axer la réponse autour de la donnée. Pour que l'intelligence artificielle puisse vraiment servir l'éducation de la plus bonne des manières. Lorsqu'on en parle aussi, il ne faut pas clariser. Donc, on va parler de quelle intelligence artificielle pour l'éducation au Sénégal ou aux États-Unis, etc. Si c'est au Sénégal, il faudrait bien sûr alimenter des algorithmes qui donnent finalement des intelligences artificielles avec des données du système éducatif sénégalais, telles que validées par les autorités, telles que validées officiellement aussi par l'éducation nationale. Je donne juste un exemple. On sait que dans nos réalités, parce que quand on parle aussi d'école, elle est fortement corrélée avec les réalités du pays. Donc nos enfants, par exemple, il y a un certain nombre de mots qu'on ne peut pas les inculquer à l'école. Il y a un certain nombre aussi de comportements qu'on ne peut pas les inculquer à l'école, alors que peut-être dans d'autres zones, on peut bel et bien se permettre à l'école d'inculquer ces comportements-là aux enfants. Alors qu'aujourd'hui, si on se base sur des intelligences artificielles qui sont trop générales et que ces dernières-là sont utilisées dans les écoles, elles risquent d'injecter au sein des élèves, en tout cas, des mots ou des comportements qui ne seraient pas adaptés à nos réalités. Donc, pour revenir sur les données, il faut vraiment que les intelligences artificielles qui sont utilisées dans nos systèmes éducatifs nationaux soient alimentées par des données qui s'adaptent à notre réalité et aussi qui s'adaptent vraiment à notre système éducatif et à nos ressources pédagogiques. Donc ça, c'est sur le volet élève, parce que ce sont les élèves qui reçoivent ces contenus. Maintenant, sur le volet enseignant, donc quel IA pour les enseignants? Aujourd'hui, on sait qu'avec l'explosion des ressources, et c'est d'ailleurs l'essence même qui fait qu'on utilise l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps dans nos sessions, pourquoi aujourd'hui, nous, êtres humains, malgré notre intelligence, on fait quand même beaucoup à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Le pouvoir réside vraiment sur nous, malgré notre intelligence, on est quand même limité lorsqu'il s'agit d'analyser des centaines de milliers, voire des millions d'informations. Alors que l'intelligence artificielle, grâce à sa puissance de calcul, on est capable. Donc, pour revenir sur l'enseignement maintenant, il est en phase d'une explosion des ressources. Et ces ressources-là, d'année en année, elles augmentent. Donc, il gagnerait à s'appuyer sur les systèmes d'intelligence artificielle pour générer de nouveaux schémas d'exercice, d'évaluation, mais également de nouveaux schémas de cours. Je vais donner une anecdote peut-être. Quelque part dans les universités, moi, si je suis étudiant et que j'arrive en première année, j'ai tendance directement à aller vers les enseignants. Par exemple, un étudiant qui est en deuxième année, pour lui demander les exercices sur lesquels il a eu à travailler pendant sa première année à la fac. Pourquoi? Parce que je voudrais m'appuyer sur ces exercices-là, car il y a de fortes chances qu'à l'examen, le professeur redonne les mêmes exercices. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les professeurs pourraient s'appuyer sur l'explosion des ressources et avec la puissance de calcul des IA pour générer des exercices tout nouveaux. Et ça, ce serait vraiment dans l'intérêt suprême des étudiants et du système éducatif, parce que les étudiants, on leur demande de traiter bien des exercices qu'ils n'ont jamais vus. Et ça, c'est dans le but de mesurer à quel niveau ils ont pu à bien apprendre le cours du professeur et à le comprendre.
Et s'ils traitent bien les exercices, on tire la conclusion selon laquelle, à eux, ils peuvent vraiment avoir une très bonne note parce qu'ils ont compris le cours du prof et ils ont très bien traité les exercices. Donc ça, en résumé, ce sont vraiment les deux schémas que je voudrais partager face aux questions que vous avez posées. Très bien. Alors, on a parlé de... Il faut des intelligences artificielles qui s'adaptent à nos réalités. Et ça, pour y arriver, il faut bien sûr les développer. On ne va pas prendre une intelligence artificielle, encore une fois, ce n'est pas une publicité, comme ChatGPT et se dire que finalement, on a notre IA. Il faudrait bien sûr s'appuyer sur la technologie algorithmique qui existe. Et encore une fois, on ne peut pas créer une IA sans la donnée. C'est de l'algorithme qu'on alimente avec la donnée et à partir de ce moment-là, on a une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que finalement, une IA qu'on crée, on peut la créer avec des données que nous avons nous définies qui nous intéressent. Et comme dans notre système éducatif, on a des données qui sont validées officiellement, des données pédagogiques, donc les décideurs devraient vraiment prendre les devants pour maintenant trouver les compétences nationales, je dis bien nationales nécessaires, afin de développer nos propres intelligences artificielles. Sinon, le danger, quelque part, serait que, comme on le dit tout le temps, la loi de la physique, la célèbre loi de la physique qui dit que la nature a horreur du vide, là où il n'y a rien, tout simplement, on va utiliser ce qui y existe. Et comme aujourd'hui, dans notre système éducatif, on n'a pas une ou bien un, entre guillemets, ChatGPT, les élèves, quelque part, aujourd'hui, sont obligés d'utiliser ChatGPT et c'est très, très, très dangereux pour l'éducation nationale. Et à partir de là, vraiment, les décideurs devraient très rapidement, je le dis bien, très rapidement prendre les devants pour qu'on puisse développer notre propre intelligence artificielle pour notre éducation nationale afin de sauver cette dernière. Merci infiniment à vous, Diaïda. Bonjour à tout le monde. Donc, et permettez-moi, avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier Madame Wedjikan de m'avoir associé déjà à cet événement. Donc, permettez-moi aussi de l'encourager. Elle est brave. Elle est brave et elle mérite vraiment d'être encouragée. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, mais j'ai vu, je l'ai suivi et j'ai vu son endurance. Je ne pensais pas qu'une Alpulaar pouvait être aussi généreuse et aussi endurante. Bravo à elle. Voilà, bravo à elle. Alors, donc, le ministère de l'Éducation nationale est conscient donc, de ce qui est en train de se passer. Des changements, de profonds changements, et dans tous les domaines. Donc, et ce sont nos produits qui arrivent donc à l'université et après dans le monde du travail, donc pour changer le monde. Donc, ils doivent de plus en plus être préparés à ça. Depuis plusieurs années, on parle du numérique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pratiquement, on a vu que ça s'est boosté. Et heureusement que nous avons maintenant un ministre donc, qui n'a pas du tout peur, parce que généralement, les changements au niveau du ministère de l'Éducation nationale, M. Ngo en sait quelque chose, ça prenait plusieurs années pour changer quelque chose au niveau des programmes. Donc là, il a vraiment boosté. Et on est en train donc de connaître une très grande mutation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Les curricula sont en train d'être changés et de façon vraiment à une vitesse folle. Donc on a commencé à réfléchir là-dessus depuis très longtemps et on a intégré donc l'IA, on a intégré carrément le numérique donc dans ces changements-là. Et bientôt, tout le monde en saura quelque chose, tout le monde donc pourra voir le travail qui a été fait. Mais déjà, vous avez vu ces derniers temps, on a eu plusieurs événements qui ont été lancés par le ministre lui-même. Donc déjà, la semaine, pas plus tard que la semaine passée, il y a eu deux événements majeurs. Donc l'un, c'était la distribution de 5000 exemplaires ordinateurs donc, à des élèves. L'autre, c'était le lancement de Planète. Planète, ce logiciel donc, qui gère les écoles et qui sera vulgarisé, généralisé cette année. Parce qu'avant, c'était juste le moyen secondaire. Maintenant, ça va toucher le préscolaire, donc l'élémentaire, tous les cycles en tout cas. Donc, et avant, on a eu à lancer également la SNE, la stratégie du numérique éducatif. Donc, et la SNE aussi, c'est en fait,
ça répond à la question que vous avez posée. Donc, ça montre que actuellement le ministère de l'Éducation nationale est prêt. Ça montre que le ministère de l'Éducation nationale est dans les dispositions donc de faire tout ce qu'il faut pour que nos enfants ne puissent pas rater donc le train donc de l'IA. Donc, vous l'avez dit, hein, le ministère est en train de travailler vraiment sur la numérisation du système, si on peut dire comme ça. Mais il y a une crainte qui est là. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, avec l'intégration de l'intelligence artificielle, on craint que le génie créateur, l'esprit critique de l'élève. Non, on a eu les mêmes craintes quand l'Internet est arrivé. On a eu les mêmes craintes à plusieurs reprises. À chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, donc je l'ai dit tantôt, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on fait partie donc des secteurs les plus réfractaires au changement. Donc, mais là, tout le monde est en train de voir déjà ce que ça va amener comme changement. Donc, au niveau des élèves, donc c'est dommage. J'aurais bien aimé que cette rencontre se tienne dans un milieu, pas universitaire, mais scolaire carrément, avec tous les acteurs donc, de l'école avec nous. Et là, vous auriez pu voir à quel point les gens sont prêts actuellement. Donc, ce n'est plus comme avant. On a des élèves qui sont engagés parce que aussi l'usage du téléphone, malheureusement, heureusement, je dois dire, il est devenu maintenant très démocratique. Donc, l'Internet se démocratise de plus en plus. Ça y est dans les maisons, dans les établissements et tout. Donc, on n'a plus le choix. Et les enseignants qui tardent déjà, donc, ont souvent des problèmes parce qu'il y a leurs élèves qui sont dedans. Et on a des IA génératives, donc il a parlé de ChatGPT, tantôt il faut parler de Gemini, donc d'autres, en tout cas, intelligences artificielles qui sont utilisées aujourd'hui par des élèves comme assistants pédagogiques, comme répétiteurs. Donc, bon, moi, je ne suis pas carrément dans l'interdiction systématique. Certains te disent, non, les gosses peuvent tricher. Donc, il l'a dit aussi, la nature a horreur du vide. Si on leur apprend... J'imagine que c'est bien encadré. Oui, donc c'est ce que je voulais dire. En fait, si on leur apprend à bien l'utiliser, ils vont bien l'utiliser. On leur apprend à l'utiliser comme répétiteur pour comprendre, donc déjà, ce qu'ils n'ont pas compris. La leçon, nous, si on avait cette chance, c'est sûr que aujourd'hui, le taux d'analphabète ne serait pas aussi grand. Donc, aujourd'hui, l'élève a la possibilité d'aller chez lui, d'interroger ses intelligences artificielles pour mieux comprendre ce que le professeur de maths, par exemple, n'a pas pu bien lui expliquer. Parce que peut-être il y avait des contraintes de temps, il y avait d'autres contraintes, mais en tout cas, il n'a pas pu comprendre en classe. Donc, à la maison, il peut se rattraper avec l'intelligence artificielle. Le professeur ou l'enseignant, l'instituteur, qui veut montrer à son élève la différence entre la forêt et comment ça s'appelle, la savane. Il lui suffit donc d'aller sur l'IA donc pour lui montrer 2 photos ou bien 2 vidéos donc pour voir la différence carrément. Et tout ça en une fraction de seconde. Vous voyez, donc c'est un gain de temps et il n'y a que des avantages, moi que j'y vois en tout cas. Et une dernière question pour vous, Amadou Digassa. Quels sont selon vous les principaux enjeux communicationnels pour réussir cette transition numérique? Alors, communicationnel, moi je ne parlerai pas trop du communicationnel, parce que je suis d'abord pédagogue, ensuite communicant, c'est vrai, mais la communication au niveau de l'éducation nationale a une particularité, c'est que c'est toujours lié au pédagogique. Aujourd'hui, donc, rien que le fait de montrer à l'enfant les avantages qu'il peut en tirer, ça c'est une communication qui est très forte. Montrer à, comment ça s'appelle, à l'enseignant, au chef d'établissement, parce que, et même aux agents du ministère, parce que le pilotage devient beaucoup plus facile. Nous sommes dans un monde de données, comme il l'a dit. Aujourd'hui, traiter ces données-là donc, devient beaucoup plus facile. Surtout avec la vulgarisation, la généralisation de planètes. Donc, il nous suffira aujourd'hui d'être dans nos bureaux, de cliquer sur un bouton pour voir, par exemple, combien d'élèves en situation de handicap on a dans tout le Sénégal.
si tous les élèves, donc, tous les établissements sont dans Planète. Donc, il nous suffira de cliquer sur un bouton pour savoir combien d'incidents on a eu donc, durant un mois entier, ainsi de suite. Et là, donc, ça aide à prendre les bonnes décisions, ça aide donc à mieux gérer donc l'éducation. Donc, à tous les niveaux, on gagne. Moi, c'est ce que je pense. Toutefois, on a pris les devants aussi parce qu'on est en train de travailler aussi sur des modules. Donc, on a déjà travaillé là-dessus d'ailleurs, des modules ou en tout cas des activités qui vont permettre donc aux enfants de pouvoir surtout protéger aussi en ligne. La protection en ligne, on n'a pas laissé ça en rade. On travaille là-dessus. Comment protéger sa vie privée, comment protéger ses données personnelles. Donc, ces éléments-là également sont cruciaux. Et heureusement, on travaille donc avec pratiquement tous les autres ministères qui sont dans le secteur et tous les autres services. Je pense notamment à la CDP, la Commission de protection des données personnelles. Je pense à la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Donc, à beaucoup d'autres structures avec lesquelles on est dans un groupe donc, pour travailler là-dessus, voire même comment accompagner nos législateurs donc, à bien améliorer donc, cet environnement-là, à bien sécuriser cet environnement-là par des lois. Travailler en synergie. Hein. Effectivement. Pour parler voilà. Et avec eux aussi. On travaille beaucoup en synergie aussi avec eux. Je rappelle que vous formez 105 000 enseignants. C'est bien cela. Et ce qu'on veut, c'est former tous les enseignants. Maintenant, on a un objectif qui est là, donc, qui est... en tout cas, moi, je suis persuadé qu'on va aller au-delà donc, de ces 105 000. Merci. Merci. Parce que les gens sont dans les dispositions. Merci pour la clarté des réponses. On reviendra certainement pour le prix qui va aujourd'hui de la société civile. Quel lecture faites-vous de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif? Oui, merci beaucoup Youssouf. Merci à Sandrine, hein. Ça je tiens à le dire parce que ça fait très longtemps, malheureusement grâce à l'IA qu'on ne s'est pas vu. Ça fait partie des inconvénients de l'IA, parce que finalement on est plus proche, on peut se parler sans se voir. Ça, alors que l'humanisation pour nous, les relations humaines, il faudrait qu'on trouve un moyen pour ne pas perdre ça à cause de l'IA. Alors, on me dit les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'éducation. À mes élèves, je leur disais, quand on vous dit enjeu, c'est qu'est-ce qui est enjeu? C'est bien ça. Autrement dit, qu'est-ce qui est enjeu? Ce qui est enjeu, c'est déjà que nous sommes dans un monde qui se transforme très rapidement. Un monde où, d'ici, on sait ce qui se passe ailleurs. Si on n'est pas seulement dans une réflexion scolaire, mais quand on connecte l'éducation à la vie, l'éducation au monde de manière globale. Donc cette transformation rapide est en jeu. Il faudrait qu'on puisse nous préparer à pouvoir apporter des réponses rapides. On a vécu des crises sanitaires, crises environnementales, n'importe quelle autre crise. Nous sommes souvent surpris par ces crises. Il nous faut avoir des moyens pour leur apporter des réponses rapides aussi. Aujourd'hui, quand vous travaillez les jeunes qui sont là, préparez-vous chaque jour à avoir un manager qui vous interpelle sur 4 ou 5 dossiers différents. Et nous ne devons pas être là à nous lamenter, nous devons être capables de nous adapter. Donc ceci est en jeu. Transformation du monde, transformation de nos modes de vie. Comment nous vivons, ça a changé. Regardez nos familles maintenant. Quand on arrive, tout le monde a son téléphone. La télévision, ça ne fait plus l'affaire de tout le monde. On ne mange plus ensemble. Il n'y a plus cette relation entre la grand-mère qui appuyait, la cousine. Ceci est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est aussi la transformation très rapide du monde du travail. On ne sait même plus quel est le métier qui va subsister jusqu'à l'année prochaine. On ne connaît pas le mécanicien qui n'avait pas prévu de travailler avec une voiture sans, comment vous appelez ça, électronique, mais il va se perdre totalement. Transformation aussi de l'apprentissage, la façon d'apprendre. Ceci est en jeu pour nous. Ce qui est en jeu, c'est le bouleversement des manières d'enseigner, d'apprendre et d'évaluer. Nous, quand on était enseignants, quand on apprenait à enseigner, on nous rappelait ce triangle-là. L'enseignant, l'élève et le savoir. Et tout revenait à l'enseignant.
pour que l'élève dispose du savoir, il fallait qu'il parte vers l'enseignant. L'enseignant était détenteur, le seul détenteur du savoir. Ça a changé. Ceci est en jeu. Donc, comment faire face à cette transformation dans la manière d'enseigner, la manière d'apprendre et la manière d'évaluer. L'année dernière, vous avez entendu parler de triche dans les examens. Ce qui est en jeu, c'est l'exigence de développer de nouvelles compétences. Parce que toi, je le disais en intro, nous avons besoin d'avoir des jeunes plus intelligents, mais dans le sens premier du terme. Intelligent, ça veut dire avoir la capacité, un esprit critique, ne pas tout accepter, parce que tout n'est pas évidemment vrai. On parle de fake news. Avoir cette capacité, cet esprit de discernement, savoir discerner le vrai du faux, vraisemblable. Ça c'est vrai, ça c'est possible, ce n'est pas possible. Si on n'est pas ça, il y a tellement d'influenceurs, de lobbies qui sont là, qui peuvent complètement bouleverser nos décisions et nous amener véritablement vers des pièges. Donc, esprit aussi de curiosité. Curiosité, donc, ceci aussi pour nous, c'est un élément qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la nécessité de disposer de données. Si le ministère veut planifier l'intégration de l'IA, il faut qu'on ait des données. Ils sont combien dans Facebook? Combien dans WhatsApp? Combien dans Instagram? Qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? Il faut avoir des données. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils regardent le plus souvent? Quelles sont les applications qui existent? Qu'avons-nous créé? Qu'est-ce que les autres ont créé? Combien de développeurs avons-nous? Donc, il nous faut avoir des données. Parce que c'est sur la base de données qu'on peut planifier. Autrement, on va être juste sur ce qu'on appelle de la quotidienneté et on sera plus dans la réaction. D'autres ont créé, d'autres nous ont indiqué la voie et nous, on réagit à la création des autres. Nous devons refuser ça. Ceci est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est aussi, tout à l'heure, je parlais de relations humaines, humanisation. Oui à l'intelligence artificielle, mais comment préserver ce que nous avons toujours eu de plus que les autres? Il y a d'autres qui nous ont envié notre capacité à préserver la société, à avoir des relations humaines entre nous. Nos salutations longues là, qui semblent prendre du temps, mais qui ont aussi un autre impact en termes positifs. Donc l'humanisation à la place de robotisation. L'unité, on parle d'unité. Donc ceci, ce sont des éléments pour nous qui sont en jeu. Maintenant, face à ces éléments qui sont en jeu, l'éducation doit les comprendre, disposer des données et justement apporter des réponses sur la base de ce qui est en jeu. Si on ne le fait pas, évidemment, on sera sur peut-être de fausses solutions. Et moi, j'adore les vraies solutions parce que les vraies solutions partent d'un état des lieux, partent des demandes et des besoins des communautés, partent aussi d'une projection en termes de vision. C'est sur cette base-là que tu peux construire de vraies solutions qui répondent, nous, à nos réalités et qui répondent à nos exigences. Alors, je parlais de l'idée, c'est la même initiative de transformation humaniste de l'éducation, ça c'est l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, mais vous aussi, de la société, vous avez aidé, ça m'a aidé, c'est bien cela. Alors, on continue toujours avec vous, chef Beau. On sait que depuis des années, votre combat reste l'inclusion, l'équité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec l'IA, il peut être relié justement pour atteindre cette inclusion-là, notamment entre les zones rurales et urbaines? Cela devrait être le cas, parce que quand je parlais de partir de nos besoins, de notre situation, justement l'IA au Sénégal, je le disais à nos amis Ndiaïdia et Wedi, que notre réflexion, cela devrait être de régler des questions spécifiques, des questions que j'appelle des questions têtues, que les Sandrines vont dire questions récurrentes, moi je les appelle des questions têtues, qui sont là pendant des années qu'on n'arrive pas à adresser. On est inscrit dans l'ODD 4, éducation tout au long de la vie. Apprendre partout et en tout lieu. L'IA doit pouvoir aider à cela. Vous avez 1 500 000 d'enfants qui sont hors structure éducative. 1 500 000, c'est énorme. Qui ne sont pas dans nos écoles classiques, ne sont pas dans les daras, ne sont pas dans les ateliers. Ou alors, quand ils n'ont pas fait les 10 années d'obligation. Donc, ils ont quitté très tôt. Donc, comment faire pour que, grâce à l'intelligence artificielle, que cela soit une seconde chance pour ces enfants qui sont hors école? Sur nous devons apporter justement en termes d'équité, adresser cette question-là liée à la réalisation. Nous avons beaucoup de mamans, de grandes sœurs, de grands-pères, de papas, qui sont d'adultes, qui ne sont pas alphabétisés. Certainement que l'intelligence artificielle devait pouvoir être là pour combler aussi ce gap.
Donc l'intelligence artificielle devrait nous permettre de réaliser justement cette ODD 4. Et ça, pour le faire, il faudrait que la problématique que tu as posée, la problématique liée à l'équité, ça veut dire faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas là pour donner encore du pouvoir à ceux qui ont déjà du pouvoir, pour ne pas creuser davantage les distances qui existent entre zones rurales, zones urbaines, riches et pauvres, handicapés et valides. Nous devons travailler à faire en sorte évidemment que l'intelligence artificielle nous permette d'adresser cette question liée à ça, à l'équité. Et ça, justement, c'est le ministère qui en a la responsabilité. Et pour nous, pour ce qui est des documents, des éléments sur lesquels nous, société civile, nous nous fondons pour apprécier et évaluer la volonté. On va aller vers le budget 2026. Si nous lisons le document de budget, nous devons sentir et savoir que cette question est prise en charge et que ce n'est pas seulement les enfants qui sont là dans la salle, parce que nous sommes déjà des privilégiés, vous le savez, nous le savons. Nous sommes des privilégiés, nous sommes ceux qui sommes là. Mais nous devons des fois savoir fermer les yeux et penser aux enfants qui sont dans les montagnes de Kédougou, qui sont dans les frontières, qui sont dans les îles, qui sont dans les zones vulnérables. Des filles qui soient filles d'abord, handicapées ensuite, dans un monde rural enfin. Donc pensez à ces vulnérabilités. Si tant que nous n'avons pas de réponses qui permettent justement de donner la main à ces cibles vulnérables pour les tirer, pour nous l'intelligence artificielle n'aura aucune signification pour ce qui est des organisations de la société civile que nous sommes. Parce qu'on a une forte sensibilité pour la vulnérabilité et pour faire évidemment de l'éducation le secteur qui régule. Donc qui amène ceux qui sont en bas, qui les ramène un peu plus haut. Ça, nous pensons que c'est un élément qui est essentiel en termes d'équité. Et ça doit se manifester, je parlais sur le financement. Nous devons avoir un financement qui soit conséquent, mais un financement aussi qui adresse la question de l'équité. C'est ça. Une troisième et dernière question pour vous, cher Mo. Quelle garantie ou régulation faudrait-il mettre en place pour que l'intégration de l'IA respecte les valeurs de l'école sénégalaise? Le cadre normatif. Nous devons avoir un cadre. Est-ce que dans nos textes, le cadre juridique, des réformes sur ce plan-là, réglementaires, législatifs, juridiques, il faudrait que ce soit un cadre qui prenne en charge justement ces préoccupations. C'est important pour nous. Le Sénégal est un pays qui n'a pas de code de l'enfant. D'autres pays en ont. Donc il faudrait qu'on ait évidemment un dispositif législatif qui protège les enfants sur ces questions-là. Les dernières données qu'on a eues, qui nous viennent de l'UNICEF, nous disent qu'on a 3 300 000 enfants qui sont sur Facebook. 3 100 000 enfants qui sont sur WhatsApp. Qui nous dit qu'un enfant sur 3 qui soit harcelé en ligne est harcelé en ligne. Pour ceux qui vivent évidemment un harcèlement. Donc ça veut dire quoi? Que le code qui protège l'enfant en ligne, il faudrait évidemment qu'on s'y intéresse. Pour nous, ça c'est un élément qui est essentiel en termes de protection. L'autre élément, c'est justement ce qui régit l'éducation de manière générale. Vous le savez, je suis sûr, nous sommes régis par une loi qui date de 1991, la 91-22, n'est-ce pas? Même s'il y a eu des dispositions qui ont été modifiées en 2004. 1991 à aujourd'hui, c'est combien d'années? 34 ans. Est-ce que 34 ans peut régir le monde d'aujourd'hui? C'est pas vrai. Donc nous sommes en train de mener un plaidoyer pour qu'on révise justement cette loi d'orientation qui nous permettrait de prendre en compte ces exigences du moment. Donc si nous devons évidemment protéger davantage, nous devons repenser le cadre normatif et nous tous nous mobiliser pour qu'on ait justement un cadre qui protège l'enfant. L'enfant ne devrait pas être victime de l'intelligence artificielle, mais au contraire, il devrait en être véritablement bénéficiaire. Donc, sous cet angle-là, nous pensons évidemment que nous devons repenser ces éléments-là. Un. Deux, le renforcement de capacité des enfants eux-mêmes et des jeunes pour une éducation par les pairs. Aujourd'hui, quand un enfant se sent agressé du point de vue numérique, c'est aussi par un autre enfant. Le renforcement de capacité des parents, parce que les parents sont complètement dépassés par leurs enfants. On est dans le salon, des fois l'enfant est en train de voyager sur les États-Unis, d'utiliser telle ou telle autre application, vous n'en savez absolument rien. Nous là, on n'en sait absolument rien. Donc nous devons être davantage renforcés pour un peu nous rapprocher. On ne sera jamais dans le monde des enfants, mais nous rapprocher de leur monde et les y accompagner. Sinon, ils vont rencontrer au cours de leur voyage virtuel, ils peuvent rencontrer des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, et ils n'auront pas un encadrement dans ce sens. Merci infiniment. J'en viens à vous, Sandrine, mais je vais d'abord donner la parole à Mme Peter Charles. Après, je viendrai
l'État légitime. C'est dommage que le député ne soit pas là, mais la question de la majorité numérique jusqu'à présent, c'est pas réglé au Sénégal. Ah, voilà. Ça, il faut adresser ça. Vraiment un plaidoyer. Ouais. Notre parrain, M. Samba, l'honorable Samba Ferré, nous lui donnerons la parole à la fin de ce panel. Merci de soutenir l'activité. Donc ce guide s'intitule Raconte ton IA, parce que justement je pense qu'après, au regard des questions qui nous seront posées, je pourrais présenter justement le pourquoi de ce guide, qui s'explique en effet par aujourd'hui cette volonté d'intégrer l'IA dans tout ce que l'on fait, sans forcément connaître ce qu'est l'IA et en tout cas l'utilisation qu'en font nos jeunes. Voilà. Ce sont les aléas directs, excusez, c'est technique. Alors, on va y aller avec Mme Josée Lemar, qui est formée en psychologie sociale. Madame Sandrine, très ravie d'être avec vous. Merci. On a eu à discuter ce matin. Alors, sur le plan sociologique, quelles transformations l'intelligence artificielle risque-t-elle d'apporter dans la relation enseignant-élève? Je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la relation humaine. Donc, je pense que dans l'éducation, la relation humaine est au centre de l'éducation et de la relation enseignant-professeur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette relation, aujourd'hui, elle n'est plus en vis-à-vis enseignant-professeur, parce qu'il y a quelque chose au milieu qui arrive. Alors, parfois, je serai positive, parfois négative. Puisque cette chose qui arrive entre nous aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui arrive dans les classes, et se met entre l'enseignant et le professeur. Le professeur, très souvent, n'est pas de la génération Z ou de la génération alpha. Le professeur est souvent issu de la génération X ou Y. Donc si c'est génération X, c'est-à-dire ma génération, il ne s'y connaît pas trop j'aime entendre aussi les jeunes dire que on nous parle beaucoup d'IA, mais certains parmi nous ne savent même pas ouvrir un mail. Donc le professeur, souvent, il est de la génération X ou de la génération Y. Il maîtrise à peine l'outil numérique. Et aujourd'hui, on lui demande d'entrer en salle en le maîtrisant cet outil numérique. Je suis rentrée en salle dans les années 2010, moi. Et en rentrant en salle dans les années 2010, je me suis mise au numérique. Parce que déjà en 2015, le réseau social Facebook prenait beaucoup de temps et d'espace chez mes étudiants. Donc, et de me rendre compte en tant qu'enseignante, et c'est ça la question, la relation qu'on a avec nos élèves. Donc en 2015, déjà, j'avais une problématique d'être en lien avec mes élèves, parce qu'ils passaient beaucoup de temps dans Facebook. Facebook, maintenant, est un réseau social pour les vieux, bien évidemment. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres choses, et le professeur souvent ne comprend pas, il ne maîtrise pas. Donc c'est la relation, en fait, et cette autorité que pouvait avoir l'enseignant avant, d'avoir un savoir, que très souvent on ne remettait pas en cause, et qui aujourd'hui est remis en cause par les élèves eux-mêmes, et encore plus par les étudiants, parce que les élèves, je pense, et on est en train de faire une enquête, c'est ça aussi l'objet de la vidéo, on est en train de réaliser une enquête, et l'enquête qu'on est en train de faire, la recherche-action qu'on est en train de mener, déjà on a rencontré plus de 250 jeunes, la plupart ont répondu des questions sur ChatGPT. Quand on leur demande c'est quoi l'IA, c'est ChatGPT. Voilà, et qu'est-ce qu'ils y font? C'est pour faire le devoir. Seulement, ils y vont très tôt, sans être accompagnés. Alors, je veux bien entendre qu'on va préparer les enseignants, mais la première chose, c'est en effet de préparer les enseignants. Parce que l'enseignant doit maîtriser l'outil avant même que l'élève ne l'ait entre les mains. Le problème du numérique, c'est que, et Solange est là, il y a 3 ans, rappelle-toi, on a écrit Raconte ton digital. Il y a 3 ans, on écrivait Raconte ton digital, et là, on raconte notre IA. Donc ça va très vite. Et depuis 2019, en tous les cas, on a vu la recrudescence des réseaux sociaux, de cette intelligence artificielle qui rentre dans la vie de nos enfants, sans que les parents n'en soient conscients parfois, ni préparés, ni eux-mêmes les jeunes. Alors les enseignants, je peux vous assurer qu'ils sont très dépassés, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'il y a. Donc forcément, la transmission verticale
qui existait auparavant, elle est remise en question. Aujourd'hui, l'enseignant va devoir avoir un autre rôle à jouer, quid de savoir s'il est prêt ou pas à jouer ce rôle. Donc voilà, on voit la réponse. Très bien. Est-ce que l'IA pourrait modifier la perception du savoir, vous l'avez répété, mais de l'autorité pédagogique ou encore de la créativité chez les parents? Alors l'autorité pédagogique, en fait, notre autorité en tant qu'enseignant, je me mets dedans. Moi, je considère plus aujourd'hui avoir une autorité pédagogique. Par contre, j'ai cette autorité, comme l'a dit Cher tout à l'heure, de devoir créer du lien avec mes étudiants ou mes élèves. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le rôle de l'enseignant est de devenir un guide, un médiateur. On est déjà des guides quand on est enseignant, mais encore plus aujourd'hui à l'ère du digital. Parce que quand même, on va pas se voiler la face, et on le sait, pour travailler sur ça depuis 10 ans. Malheureusement, nos enfants se perdent dans le digital. Et ils sont dans des savoirs qu'ils construisent eux-mêmes à la frontière du réel et du virtuel. Et comme le disait Cher tout à l'heure, décidément, il a dit des choses vraiment intéressantes. Merci. Vraiment. C'est qu'ils se perdent. Voilà, ils se perdent. Les enseignants aussi se perdent. Il y a même des enseignants qui ont une utilisation pas du tout correcte de l'IA et qui se font piéger eux-mêmes par les étudiants. Donc c'est vraiment un monde nouveau. Un monde nouveau et un monde qui ne nous ressemble pas, parce qu'on le disait tout à l'heure, aujourd'hui l'IA que l'on consomme, elle n'est pas faite par nous. Les données qui nourrissent l'IA aujourd'hui ne sont pas sénégalaises, ne sont pour la plupart pas beaucoup africaines, en tout cas pas sénégalaises. Quand on interroge ChatGPT, et les étudiants ont fait plein de tests, on s'amuse beaucoup, notamment à découvrir le guide Raconte ton IA. Quand on lui pose des questions, on se rend compte qu'en effet, elle est vraiment loin d'être intelligente, cette intelligence artificielle. Et surtout, elle ne nous ressemble pas. Elle ne nous ressemble pas, et c'est ce qui crée justement dans les familles aujourd'hui et dans les écoles des traumas profonds, parce qu'en fait, on a des jeunes qui évoluent dans d'autres mondes, dans des mondes parallèles, et qui envisagent de voir la vie autrement, alors que notre société est régulée par des codes, par des valeurs, par des choses qui sont propres à nous, et ça crée des conflits intergénérationnels assez importants entre les parents, les enfants, entre les éducateurs et les enfants eux-mêmes. Nos enfants ont pas toujours une utilisation intelligente de l'IA. Et nos enfants vont dans l'IA pour lever des tabous qui sont dans nos sociétés. J'en parlerai pas là, mais ils font de belles choses à l'intérieur de l'IA. Ça crée parfois des traumas, vous l'avez dit. Des vrais traumas, oui. Comment préparer alors la société sénégalaise à accepter et encadrer ces mutations sociales et culturelles liées à l'IA éducative? L'accepter, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. C'est pas de ne pas accepter, on doit l'accepter. On doit l'accepter, mais surtout vraiment approfondir le débat, je pense, sociétal. Moi, je pense que c'est à un niveau de société aujourd'hui. Je pense que comme le numérique est arrivé, et je pense à la Covid, quand tous ces réseaux sociaux ont explosé, nos enfants ont été dedans, tout le monde a été dedans sans savoir quoi il était à l'intérieur, à donner du savoir. Aujourd'hui, les jeunes ne se rendent pas compte, mais dans leur groupe WhatsApp, dans leurs échanges, dans les réseaux sociaux, ils donnent d'eux-mêmes. Ils donnent d'eux-mêmes, et on le disait aussi tout à l'heure, les parents ne savent même pas ce que font leurs enfants dans cet outil. On va mettre, on va protéger, on va mettre des, comment on appelle ça, oui, des contrôles parentaux, mais les gamins sont tellement intelligents qu'ils les font sauter. Je veux dire, quand tu penses qu'il dort, il ne dort pas. Il suffit de voir la tête des étudiants quand ils arrivent en classe. Ils ne dorment pas, toute la nuit, ils scrollent, et les parents ne se rendent même pas compte que leurs enfants deviennent addicts. Parce qu'on parle d'addiction au digital aujourd'hui. Parce qu'en fait, encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. L'outil est arrivé dans leurs mains. C'est ce que je dis tout le temps quand je prends l'image du couteau. Quand tu donnes un couteau à un enfant, tu lui apprends qu'il y a un côté tranchant et un côté qui ne tranche pas. Quand le jeune a eu l'appareil digital entre les mains, on ne lui a pas expliqué parce que ses parents ne savaient pas ce que c'était non plus. Donc tout le monde est rentré dans ça. Et vraiment, au sein des familles sénégalaises, ça crée vraiment de vrais problèmes profonds. Et dans les écoles aussi. Dans les écoles, ça crée des problèmes parce que les étudiants et les jeunes, les enfants,
utilisent l'outil digital très souvent pour blesser les autres. En fait, parce qu'ils pensent que quand ils balancent des informations, ça n'aura pas de répercussions. Le cyberharcèlement, on a écrit un livre blanc il y a 2 ans sur ça, parce qu'en effet, le cyberharcèlement s'est énormément développé au Sénégal. Du body shaming à la revenge porn, la revanche sexuelle. Il y a toutes les formes aujourd'hui de harcèlement dans le digital. Donc pour moi, en fait, avec mon prisme là et peut-être toutes les actions qu'on mène avec de nombreux jeunes, c'est de, au-delà d'arriver avec cette IA qui va tout inonder, c'est de vraiment poser un projet de société et de redonner la place aux parents. On a mené pas mal d'actions qui s'appelaient Mission Parents 2.0 où justement c'était parler avec les parents et faire en sorte que les parents discutent avec leurs enfants. Parce qu'en fait, même cette discussion par enfant, elle s'est quelque peu brisée. Et aujourd'hui, avec l'enseignant aussi, il y a des failles qui se créent. Parce que très souvent, on va te dire « Attends, enseignant, que ton savoir n'est plus bon ». Et l'enseignant, malheureusement, très souvent ne se remet pas en question. Il y a beaucoup de sachants. Mais le sachant aussi doit se remettre régulièrement en question dans ce monde-là. On n'a plus du tout, en tant qu'enseignant, la science infuse, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Et on a même des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas été dans le système scolaire, qui sont brillants, qui s'auto-forment, qui suivent des formations. Donc voilà, c'est remettre en tout cas du lien entre nous. Parce que la digitalisation nous a éloignés du rôle et des prérogatives de chacun. Et je pense que ça, le ministère de l'Éducation nationale l'a compris en faisant la réforme des curricula. Il y a le lien. Le lien, c'est nous lier nous tous. Ouais. Non seulement il y a le lien, mais tantôt, je l'ai dit tantôt, donc la stratégie numérique pour l'éducation a pris en compte tous ces éléments-là, surtout les aspects protection. Et justement, cette stratégie donc, a été mise en place dans un contexte donc, d'unité, n'est-ce pas? Donc, forcément, on a pris. Donc, la loi sénégalaise ne dit absolument rien sur la majorité numérique. Et c'est cette majorité qui fait que donc, ces enfants doivent pouvoir ouvrir un compte. Parce que quand on ouvre un compte sur Facebook, sur WhatsApp, donc on donne son consentement. C'est cette majorité numérique qui permet à l'enfant de donner son consentement. Et cette majorité donc, n'est pas carrément définie par la loi sénégalaise. Donc ailleurs, dans d'autres pays, ils ont remonté ça jusqu'à 15 ans. Donc, dans d'autres, par défaut, parfois c'est 13 ans. Donc, c'est pour ça que pour ce Facebook, par exemple, pour ouvrir un compte, il faut avoir 13 ans. Même si les enfants fraudent sur l'âge, souvent, c'est dangereux avec l'IA. Parce que quand on fraude, on met par exemple né en 1961, avec l'IA, on peut avoir certains algorithmes, donc on peut avoir des contenus qui vous sont proposés pour cet âge-là. Alors que c'est un enfant donc, de 10 ans qui fait ça. Donc, en tout cas, nous, on est dans les dispositions vraiment d'aller aussi vers cette éducation au numérique de façon globale, et surtout à l'IA, donc pour bien encadrer, bien entendu, donc tout ça. Je pense que votre appel est entendu, puisqu'il y a le représentant du palais qui est là, certainement transmettre le message. Alors, donc, j'ai fini mes questions. À vous maintenant de poser des questions. On va certainement décider de ça.